Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Verre à moitié plein, le podcast optimiste du tourisme durable. Lundi, c'était la Saint-Valentin, la fête de l'amour, la fête des amoureux, et nous avons décidé de prolonger ce jour en vous présentant toute la semaine plusieurs déclinaisons de l'amour des voyages. Aujourd'hui, nous rencontrons Van Thai, un amoureux du Vietnam qui participe à la promotion de son pays et de sa culture à travers l'agence TTB Travel. Bienvenue, merci de participer à ce podcast. Alors pour commencer, la question habituelle, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour Elise, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai 37 ans cette année, père de 2 filles. Je viens du Vietnam et je suis responsable marketing de l'agence TTB Travel, qui est une agence de voyage réceptive qui est basée à Hanoï. Et la proposition de valeur de l'entreprise, c'est de proposer le Vietnam authentique via l'immersion. Et en quelques mots-clés, la culture vietnamienne, c'est quoi ? Alors, la culture vietnamienne, c'est une culture villageoise qui est très marquée par l'esprit communautaire, par la résilience et par l'esprit patriotique. Voilà, être un Vietnamien, c'est ça. Et depuis quand est-ce que vous avez fait le choix de vous tourner exclusivement vers le tourisme durable ? Est-ce que vous avez été l'un des premiers au Vietnam à faire ça ? Et est-ce que ça a eu des impacts sur votre activité ? Ça fait grosso modo 12 ans qu'on opère dans le tourisme durable. Si on remonte à entre guillemets, à la révélation, si vous voulez, à la prise de conscience qui date de 2008, l'année charnière, vraiment le début du tourisme de masse au Vietnam. Nous, on n'est pas vraiment le premier à travailler dans le tourisme durable. Avant nous, il y avait déjà d'autres acteurs vietnamiens, mais à l'époque, on a constaté que le processus du tourisme responsable était trop centré sur les retombées économiques, mais pas sur l'ensemble des 3 dimensions. Voilà. Donc nous, on a débuté ça en 2008 et ça a eu beaucoup d'impact sur nos activités commerciales parce que le tourisme durable chez nous n'est pas vu comme quelque chose de positif pour le développement du business. C'est plutôt un coût. Le coût pour nous, c'était vraiment compliqué au départ, mais ça va de mieux en mieux aujourd'hui. Et du coup, quand vous êtes engagé dans le tourisme durable, j'ai vu sur votre site que vous avez aussi fait le choix de la décroissance. Et bon, c'est un risque. Comment vous avez réussi à rester rentable pour pouvoir pérenniser l'activité de votre agence ? Quand nous avons vraiment débuté la démarche, c'était déficitaire. C'était vraiment, on a perdu plus que la moitié de notre clientèle historique. Mais après, au bout de 4 ans, 5 ans à peu près, nous avons fait le choix de nous concentrer plus sur la qualité que la quantité. Mais pour faire ça, il faut quand même proposer des produits très difficiles à copier, à dupliquer. Ça veut dire l'originalité des produits. Donc la rentabilité ici, c'est plutôt la marge bénéficiaire basée sur un nombre restreint de clients qualitatifs. Et pendant la crise Covid, donc j'imagine que le Vietnam a été particulièrement impacté. Est-ce qu'une agence comme la vôtre, donc, qui mise sur le tourisme durable, est plus impactée qu'une agence qui va miser sur un tourisme plus classique ou un tourisme de masse ? Alors, la question est très claire. Je pense que le modèle du tourisme durable est plus résilient. Pendant les 2 ans de pandémie au Vietnam, c'est le tourisme durable qui a fait ses preuves au niveau de la résilience. C'est plutôt cette forme-là qui résiste mieux à la crise que le tourisme de masse. Il faut savoir que ceux qui dépendent du tourisme de masse cultivent ce qu'on appelle la monoculture touristique. Ils visent vraiment un modèle d'affaires qui n'est pas pérenne. Donc dès qu'il n'y a pas de touristes, ils n'arrivent pas à diversifier des sources de revenus. Alors que nous, on a adopté la démarche du tourisme responsable, ce qui veut dire que l'ensemble de nos prestataires, y compris nous aussi, on a réussi à diversifier les ressources financières. On a pu
s'appuyer sur notre pilier de base, ça veut dire la promotion culturelle, pour travailler sur d'autres choses en attendant la reprise du tourisme. Et donc, grâce à ça, on a pu résister. Maintenant, j'aimerais bien qu'on aborde un autre thème, celui du patriotisme, parce que les Français ont tendance à avoir du mal à affirmer leurs sentiments patriotiques. Pourtant, vous expliquez sur votre site que c'est le moteur de la transition vers le tourisme durable. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ok, il faut savoir que l'histoire vietnamienne est un peu particulière, parce que depuis des centaines d'années, notre histoire est marquée par la défense nationale contre les invasions étrangères, pour pouvoir préserver l'identité nationale. Donc, de ce fait, au fil du temps, le peuple vietnamien a pu forger un esprit patriotique dans le sens de la défense collective pour préserver nos territoires, préserver les traditions ancestrales. Et donc, aujourd'hui, en tant que Vietnamien, chaque Vietnamien bénéficie en fait de cette tradition. Et cet esprit-là est omniprésent dans l'ensemble de notre vie quotidienne, y compris dans la gestion du business. Donc l'esprit patriotique un peu partout. Sauf que parfois, il est un peu caché, un peu latent, et il faut vraiment vivre certains moments très forts, même des moments intenses, pour que cet esprit-là se dégage de façon beaucoup plus explicite. Et donc c'est le cas dans notre business quand nous avons constaté le tourisme de masse du Vietnam vraiment à l'apogée, entre guillemets, entre 2012 et 2015. C'est vraiment ce moment-là qui a vraiment marqué la nécessité de dégager l'esprit patriotique. Ici, l'esprit patriotique dans le tourisme, chez nous, ça veut dire le devoir civique de préserver l'identité culturelle via les activités touristiques. Le tourisme de masse, c'est l'auteur principal de la folklorisation. Et donc, pour nous, le tourisme, c'est vraiment un moteur, et surtout via le tourisme durable, c'est un moteur permettant de préserver l'identité. Donc, je dirais que l'esprit, si le tourisme durable est le moteur pérenne, eh bien, l'esprit patriotique, c'est le carburant, pour alimenter le moteur. Donc l'esprit patriotique, c'est ce qui va permettre de lutter contre la caricaturisation de la culture vietnamienne du tourisme de masse. Oui, c'est ça, exactement. C'est un peu la fierté, quoi. C'est la raison pour laquelle nous luttons contre la folklorisation. Derrière ça, c'est vraiment la fierté nationale qui nous pousse à agir, si vous voulez, face à la folklorisation. Il y a un devoir civique ici. Et maintenant, concernant les voyages que vous proposez, vous promettez des voyages immersifs et 100% personnalisés pour faire vivre les réalités du Vietnam. Est-ce que vous auriez un ou deux exemples d'expériences, de lieux à découvrir pour voir le vrai Vietnam en dehors des sentiers battus et du tourisme de masse ? Alors, j'aime pas trop le terme voyage hors des sentiers battus, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que parfois, même si on tape 3000 bornes dans un endroit paumé, l'authenticité n'est pas nécessairement au rendez-vous. Et inversement, on peut très bien voyager en plein cœur des métropoles, un endroit très fréquenté, et pourtant, c'est là où on saisit le mieux la culture locale. Et donc, pour nous, on préfère le terme voyager hors des idées reçues. C'est la préservation de l'authenticité. Le but du voyage, c'est ça. C'est vraiment de confronter à soi-même, d'être confronté à une autre culture et d'éviter les stéréotypes. Je vous donne un exemple très concret. La culture vietnamienne, c'est la culture villageoise, si on revient à la question tout à l'heure. Un exemple très concret, c'est de faire découvrir un secteur résidentiel qui est à 2 pas du centre-ville d'Hanoï, la capitale. Et dans ce quartier résidentiel qui s'appelle le village de Dong Nac, en vietnamien, eh bien, c'est un endroit très préservé où on
peut voir encore la culture villageoise qui reste intacte. Il y a encore les festivités, les fêtes villageoises chaque année. Il y a une maison communale pour prendre des décisions collectives. Et donc nous, dans notre circuit, on propose une journée entièrement consacrée à la découverte de ce village. On rencontre des villageois, on rencontre des hauts dignitaires de la maison communale pour comprendre le mode de vie de ces gens-là. Donc ça, c'est un exemple concret. Un deuxième exemple, en plein cœur du centre-ville d'Hanoï, il y a un îlot, parce qu'il y a le fleuve qui traverse la ville. Et donc, au milieu de ce fleuve, il y a un îlot qui cultive l'agriculture urbaine. Il faut savoir que dans la culture culinaire au Vietnam, les légumes sont omniprésents. Et d'où sortent ces légumes-là? Eh bien, c'est grâce à un ensemble de verdure, un ensemble de parcelles de terre qui sont utilisées pour ça. Et donc, l'agriculture urbaine est quelque chose de très intrinsèque dans la vie citadine des gens, mais il y a très peu de touristes qui prêtent l'attention à ça. Et donc nous, on propose une demi-journée d'immersion au sein d'une communauté d'agriculteurs citadins qui vivent dans cet endroit-là. Les gens sont invités à un peu s'initier au travail agricole, à cueillir, collecter des légumes, et puis ils cuisinent avec la communauté. Et maintenant, au-delà donc de la culture, on sait que le Vietnam a une biodiversité qui est très riche. Comment est-ce que les touristes et le tourisme durable peuvent contribuer à sa préservation? C'est un gros morceau de notre travail, c'est de la pédagogie et la sensibilisation. Je pense qu'aujourd'hui, tous les touristes n'aiment pas avoir l'étiquette de touriste. Ils préfèrent avoir un sens dans un voyage. Et donc, la meilleure chose de faire ça, c'est de contribuer, de cultiver la rencontre humaine, ça c'est important, de faire en sorte que les visiteurs auront plus de chances de partager des moments avec la population locale. Donc le maître mot de la culture, c'est la proximité avec les habitants et l'implication aussi des habitants dans le processus de co-création du tourisme positif avec les touristes. Donc tout le monde s'implique dans la co-création d'expériences ensemble pour pouvoir dégager le partage, dégager les échanges sincères. Et pour nous, c'est la meilleure façon de préserver la culture. Et du coup, comme vous travaillez dans le développement du tourisme durable au Vietnam depuis 2008, je me demande quelles évolutions avez-vous pu constater en la matière au Vietnam? Nous avons un gros défi au Vietnam pour la mise en place du tourisme durable. Nous avons beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'économie vietnamienne, c'est parmi les économies les plus dynamiques au monde, et donc avec une vitesse assez impressionnante. Il y a une émergence des classes moyennes vietnamiennes, et donc ces classes moyennes sont capables aujourd'hui de se payer des vacances de courte durée à l'intérieur du pays. Et notre difficulté, c'est de comment jongler et harmoniser le flux touristique. Jadis, il y avait uniquement le flux des touristes étrangers, des touristes occidentaux au Vietnam, et aujourd'hui, il faut savoir gérer la cohabitation compliquée entre le flux des occidentaux d'une part et le flux des vacanciers locaux d'autre part. Et c'est surtout le flux des vacanciers locaux qui entraîne une nouvelle forme du tourisme de masse au Vietnam, et pour l'instant nous n'avons pas de contrôle sur ce flux-là qui est évalué, son volume est évalué à quelque 60 millions de passagers sur le sol vietnamien, alors que le volume international est évalué à 20 millions de personnes. Et donc, c'est très compliqué, étant donné que, à l'instar de la Chine voisine, les classes moyennes prennent goût au tourisme, ils prennent goût à la consommation moderne. Donc, c'est un peu le modèle occidental des années 70, 80. Et donc, c'est difficile pour moi de les convaincre
viser une transformation tout de suite vers la durabilité. Ça va prendre entre 1 et 2 générations chez nous pour pouvoir appréhender toutes les subtilités du tourisme durable. Et donc la difficulté, c'est ça. La difficulté, c'est comment sensibiliser nos compatriotes de consommer d'une manière plus raisonnée. Maintenant, on va terminer du coup cet épisode avec 3 petites questions. La première, c'est que le 1er février, donc c'était le nouvel an lunaire. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux auditeurs pour vivre cette expérience au Vietnam ? Alors, le premier conseil, c'est qu'il faut viser, puis il faut absolument éviter de venir pile poil au réveillon. C'est vraiment, le mieux, c'est vraiment de viser les 2 semaines qui précèdent le réveillon. C'est un peu comme la tradition de Noël en Europe. On ne vit pas le 24 ou 25 décembre. Le mieux, c'est de venir 2 semaines avant pour pouvoir visiter le marché ou en couleur, pour vivre la préparation du Nouvel An chez les Vietnamiens. Et le bon conseil, c'est vraiment de venir au Vietnam environ 2 ou 3 semaines avant le réveillon. Et comme ça, vous avez plus de chances de vivre des activités typiques du pays, comme la confection du gâteau du Nouvel An qui s'appelle le Bánh Chưng. Bánh Chưng, c'est un peu l'équivalent du foie gras ou de la dinde. C'est un peu ça le plat vraiment typique qu'on mange lors du Nouvel An vietnamien. Et maintenant, sur un tout autre sujet, on a vu que vous étiez très actif sur LinkedIn pour promouvoir le tourisme durable et votre activité. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce réseau social en particulier ? Alors, il faut savoir que la spécificité de notre agence, c'est que nous, on travaille exclusivement dans le segment B2B. Ça veut dire que nos clients sont essentiellement des agences de voyage et des tour opérateurs. Et donc, il s'avère que LinkedIn, c'est un réseau social très centré sur le milieu des professionnels, en fait. Et c'est pour ça qu'on vise ce réseau-là. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, il faut savoir que pour évangéliser des valeurs du tourisme éco-responsable, la première audience, c'est le segment B2B. Il faut vraiment sensibiliser ce segment, les professionnels, parce qu'ensuite, c'est à leur tour de transmettre le message aux consommateurs finaux. Donc pour nous, c'est très important de sensibiliser cette première couche de l'audience avant d'aller plus loin dans l'auto-noir du public. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que vous avez un mot de la fin à ajouter, un conseil à donner aux futurs touristes qui souhaiteraient se rendre au Vietnam ? Alors, mon conseil, c'est vraiment être ouvert et puis cultiver l'apprentissage de découverte, cultiver cet esprit de curiosité intellectuelle, la tolérance, et c'est la meilleure façon de découvrir le Vietnam. Faut vraiment cultiver cet esprit pour aller plus loin dans la compréhension du Vietnam. Super, merci beaucoup. Quel beau podcast pour conclure cette semaine de l'amour. Merci Van Thai de nous avoir transportés au cœur de la culture vietnamienne et de nous avoir partagé votre amour pour votre pays. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont trouvé aujourd'hui leur dose d'inspiration de voyage pour leur prochaine escapade éco-responsable autour du monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et nous vous y répondrons avec grand plaisir. Et comme d'habitude, vous pouvez approfondir vos recherches sur le sujet en vous rendant sur notre blog flokeo.com. Sur ce, je vous souhaite un merveilleux dimanche et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.